Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma chronique, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Bonjour Nostal, bonjour Dani. Là maintenant je peux le dire, bonne année à vous deux et bonne année à tous les auditeuristes. La dernière fois je vous parlais de Terre qui éclate. On va continuer à parler dans des sujets un peu touchy, on va dire, pour parler maintenant de la guerre. Bon, promis, je vais m'arrêter là. On a déjà parlé de 2 des KV de l'Apocalypse, on va pas faire les autres. Je suis ni la Bible, ni Chainsaw Man. L'état d'actualité, en ce 9 janvier 2026, est déjà trop rempli de conflits, de guerres et d'autres événements dont la résultante est que des humains agressent, quelles que soient les raisons, d'autres humains. Malgré toute cette anxiété, j'écoute un podcast dont le sujet est la défense et la guerre. Ça s'appelle le Collimateur. Bon, là, je fais un petit kiff. Je vais utiliser son message début de podcast que je vais légèrement reformuler pour le présenter. Vous voyez ça comme un petit exercice de diction. C'est un podcast consacré aux questions militaires et stratégiques. Il est associé au Rubicon et en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI. Réalisé avec le soutien de la DGRIS, Direction générale des relations internationales et de la stratégie, du ministère français des armées. Il est édité et distribué par Binge Audio. Et pour finir, il est produit et animé par Alexandre Jublin, agrégé et docteur en histoire militaire. Vous allez me dire, mais Chao, ou Seb, selon votre degré d'intimité avec moi, tu es un bordeur de droite impérialiste et pro-militaire ? Eh ben non. Et puis ça tombe bien, car malgré le sujet qui est majoritairement porté par une classe politique, disons, conservatrice, le podcast ne me semble pas politiquement aligné. Tant mieux. Certains diront que la vignette du podcast est chargée en logo sponsor. Je ne reconnais pas personnellement ce défaut. Et puis, sincèrement, en matière de vignettes moches, il y a beaucoup à dire sur bien d'autres podcasts. Maintenant que ce préambule pour dire qu'écouter un podcast sur la défense ne veut pas dire aimer la guerre, je vais continuer à dire pourquoi j'aime bien le collimateur. Tout d'abord, par la diversité de ses formats. J'ai découvert ces émissions par l'intermédiaire de Parole Histoire, car ils animent ensemble un format sur l'histoire de la guerre à travers toutes les époques, antiques, médiévales, Renaissance, contemporain. Au titre de ce partenariat entre ces 2 podcasts, on peut également citer le classement sur les films de guerre ou les unpopular opinions. D'ailleurs, retenez un peu ce principe parce que moi, ça m'a déjà inspiré des choses pour moi-même, des projets personnels. En dehors de ces 3 formats, ce que fait l'animateur Alexandre Jublin en solo, c'est soit plus proche des événements actuels, ça parle donc conflit en Ukraine, velléité sur le Venezuela ou Groenland, fonctionnement de l'industrie de l'armement, que ce soit naval, terrestre ou aérospatial. Il y a également pas mal d'interviews d'acteurs du milieu, que ce soit sur le passé, mais également sur l'avenir de l'armée française ou non française d'ailleurs. Le plus souvent, ce sont des invités extérieurs, mais quelquefois il y a des habitués, que je qualifierais même plus d'essayistes, sans connotation négative d'ailleurs. Les sujets étant liés à la défense et à la guerre, étant tellement vastes et divers, ces émissions le sont tout autant. Je tenterai de l'illustrer au mieux dans la version augmentée de cette chronique, que vous pourrez trouver d'ici 2 à 3 mois sur le flux RSS d'Audier. Ça vous permettra de voir tout ce qu'il y a à peu près produit chez lui et voir que en fait, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet. C'est vrai qu'on est très loin du contenu pop culturel que j'écoute habituellement. Mais, sincèrement, je prends un grand plaisir à découvrir l'histoire des conflits du passé et à rester informé
sur ceux, malheureusement, du présent et de l'avenir. Car qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre activité internationale. De toute façon, comme je dis à chaque fois, vous écoutez. Si vous n'aimez pas, vous oubliez. Si vous aimez, vous abonnez. À la prochaine fois, et puis promis, la fois prochaine, j'essaierai d'être un peu moins triste ou clivant. À dans 2 semaines. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Le podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Zone de Turbulence avec Tara Verma. Bonjour Tara. Bonjour Alexandre. Donc Visiting Fellow à la Brookings Institution à Washington et on parlait il y a encore pas si longtemps, il y a le mois dernier, du fait que les bruits de bottes se rapprochaient de Washington, et même plus que se rapprochaient, parce qu'il y avait Alors, on a plein d'autres choses dont on va discuter, mais pour faire un peu un fil conducteur, pour suivre un peu par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, donc cette question de la garde nationale qui avait débarqué à Washington, où est-ce qu'elle en est ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Parce qu'on parle beaucoup on en parle beaucoup quand ils arrivent, rarement quand ils repartent. Est-ce qu'ils sont gentils ? Et qu'est-ce qui se passe très concrètement de ce point de vue-là ? Alors, ils sont toujours là. Donc, ils sont arrivés le 11 août. Ils devaient être présents sur le territoire de Washington pour une durée d'1 mois, donc jusqu'au 11 septembre. Cette durée a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 officiellement par l'administration. Et des rumeurs de ce que nous disent les gens de l'administration, il est fortement probable que leur présence soit étendue au cours de l'année 2026. Ils sont très jeunes, clairement pour la plupart d'entre eux, quand on leur parle, c'est la première fois de leur vie qu'ils viennent à Washington. La majorité de ce qu'ils font jusqu'à maintenant, c'est vider les poubelles dans les parcs publics, faire le tri, nettoyer des stations de métro, donc c'est un peu étrange. Je suis pas sûre que ce soit totalement... C'est pas si inutile que ça, du coup. C'est pas si inutile, mais malgré tout, c'est une présence intimidante. On se parle de soldats en treillis qui ont des armes. Enfin, c'est quand même assez surprenant à voir. Ils sont toujours en groupe, sont toujours armés. Ça crée une ambiance qui est difficile individuellement quand on échange avec eux. Évidemment, ils sont pas méchants, mais ça crée, je trouve, ça crée une ambiance qui est assez désagréable, qui est assez inquiétante. Le fait que leur présence soit prolongée pour l'instant, pour une période indéfinie, ajoute à cette inquiétude que l'on ressent. Et encore une fois, si on regarde les choses d'un petit peu plus loin, c'est l'utilisation délibérée, manifeste par Donald Trump et son administration de l'armée à des fins de politique intérieure. Et donc cette instrumentalisation-là, je trouve qu'elle est dangereuse. Le fait que ça s'inscrive dans le temps long, c'est dangereux aussi. On a l'impression que les mecs venaient en robe, etc., que tout le monde était obèse, personne ne savait faire des pompes, que les femmes et les minorités n'étaient tenues à aucun standard, à aucune exigence, et qu'ils pouvaient débarquer et faire ce qu'ils voulaient dans les armées. I don't want my son serving alongside troops who are out of shape, or in combat unit with females who can't meet the same combat arms physical standards as men, or troops who are not fully proficient on their assigned weapons, platform, or task. Or under a leader who was the first, but not the best. Standards must be uniform, gender neutral, and high. Ce qui n'est évidemment absolument pas le cas, mais il y a la nécessité de surconstruire ce contre-pied et donc de faire un homme de paille, enfin de faire un épouvantail absolu de ce que c'était juste avant. Il y a d'ailleurs un deuxième logique, c'est le nous contre eux. Il l'a dit très clairement à un moment, il a dit c'est nous contre l'Ivy League, contre les bonnes universités, c'est nous contre les médias. You see, the Ivy League faculty lounges will never understand us, and that's okay. Because they could never do what you do.
The media will mischaracterize us, and that's okay. Because deep down, they know the reason they can do what they do is you. Et il y a vraiment ce truc c'est l'application pure du populisme à la sphère militaire. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas si malhabile. Un truc très intéressant, notamment... Alors, sur la discipline, on a l'impression qu'il annonce le retour de l'armée russe. Hein. Il a dit, maintenant, on dit aux sergents... Il a tout cet imaginaire complètement fantasmé on emprisonnait les soldats, les officiers qui n'avaient plus le droit de dire quoi que ce soit, qui se sentaient contraints, etc. Il a dit, on autorise les sergents instructeurs maintenant à recommencer avec des méthodes éprouvées, c'est-à-dire put their hands on recruits. We're empowering drill sergeants to instill healthy fear in new recruits, ensuring that future warfighters are forged. Yes, they can shark attack, they can toss bunks, they can swear, and yes, they can put their hands on recruits. C'est-à-dire taper les recrues, des trucs que même l'armée russe essaye de limiter, hein, je le rappelle. Châtiment corporel. Les châtiments corporels. Le bizutage est autorisé, bien sûr. Rien over the line, mais c'est autorisé, donc personne ne sait où est the line, donc ça n'a aucun sens. Et le deuxième truc, c'est se libérer des contraintes des rules of engagement. Ce qui... c'est l'annonce du retour des crimes de guerre. Enfin, ce n'est pas qu'il se soit jamais particulièrement arrêté pour l'armée américaine. Mais en tout cas, là, il y a un truc très clair de... Vous êtes une force mortelle, il a dû dire létale à peu près 60 fois dans ce discours, et de dire, on vous libère, plus de contraintes, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui est... voilà, la prochaine fois qu'il y a une contre-insurrection à gérer, je garantis pas les résultats, quoi. Non plus. Mais après, il peut dire tout ce qu'il veut. Il dit qu'il a mis fin à 6 ou 7 conflits. J'ai du mal à suivre, moi, presque maintenant. Il a 17. Mais il a 17, ok. Bon. À chaque déclaration, en fait, il y en a un de plus, parce qu'il me semble que c'était 6 au début de l'été. Mais il y a eu Cambodge, Thaïlande aussi, effectivement, au milieu de l'été. Donc, a priori, il a mis fin à ce conflit-là de plus. Donc, Eh bien, écoutez, la prochaine fois qu'on se parle, gageons qu'il aura mis fin encore à 4 ou 5 conflits de plus et que la paix régnera dans le monde. Merci beaucoup, Tara. Merci Alexandre, à bientôt. Et on est donc ici pour un format dans le bunker du collimateur, c'est-à-dire pour parler d'un film ou d'une série consacrée à la guerre ou au monde militaire. C'est comme ça que je le package en général. Et on pourrait discuter et débattre de savoir si ce film tombe vraiment dans une de ces deux catégories, mais on y reviendra. Pour la petite histoire, c'est un format qu'on avait lancé à l'époque du confinement. On faisait à l'époque une recommandation de films de guerre par jour. Et c'est un format qui survit encore à peu près 5 ans après, même si ça s'est espacé un peu. Et donc, sans faire plus de formalité, il va s'agir donc de discuter de ce First Blood, aussi appelé Rambo 1, de Ted Kotcheff, sorti en 1982, avec évidemment Sylvester Stallone et remarquablement peu d'autres acteurs mémorables dans ce film, si on fait le bilan, à part David Caruso, dont c'était le premier rôle avant une carrière essentiellement polarisée par son rôle dans Les Experts. Et pour en parler, on est donc avec 2 experts, transition toute trouvée, voilà, que je présente dès maintenant. Tout d'abord, Jean Michelin, colonel dans l'armée de terre, un des piliers et intervenants historiques du podcast, quand son métier ne l'oblige pas de manière trop absorbante à faire des choses extérieures, comme par exemple partir en opération extérieure, voilà. Écrivain aussi, puisque votre 3e roman est sorti il y a quelques semaines aux éditions Héloïse d'Ormesson, intitulé Nous les moches. Et je vais dire que d'abord, c'est toujours un très grand plaisir de vous avoir au micro pour parler de choses militaires, mais c'est aussi un film qui, me semble-t-il, résonne beaucoup avec des thèmes qui sont dans vos romans. L'armée, c'était votre premier livre, Jonquille en 2017, mais aussi ce que deviennent les soldats une fois qu'ils quittent l'armée, c'était le 2e, ce qui reste en 2022, et enfin les États-Unis, et notamment ce qu'on pourrait appeler l'Amérique profonde, sans être péjoratif si possible, qui est au cœur du 3e livre, du 2e roman, Nous les moches, donc sorti il y a quelques semaines. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci Alexandre.
Et ensuite, un vieux camarade, Simon Rio, critique cinéma au Cercle sur Canal+, sur le site Sens Critique, ainsi que dans l'excellent podcast cinéma réalisé sans trucage. J'oserais dire que c'est un peu mon John Rambo à moi, au-delà de la ressemblance évidente et des capacités de survie en milieu hostile, l'homme des missions désespérées, comme par exemple défendre la VF de ce film, ce qu'il tentera de faire sous vos yeux ébahis aujourd'hui. Non, surtout, Simon, que je mobilise régulièrement sans vergogne dans le podcast pour sa culture cinématographique encyclopédique pour parler de films de guerre. Par exemple, on a fait un certain nombre d'émissions draft de films de guerre que je vous recommande si vous avez envie d'avoir des idées de films à voir, parce qu'on brasse très large. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là pour parler donc de ce First Blood. Merci à vous, Alexandre, vous êtes toujours ma guerre. Now you're gonna put your hands on that car. Why would you be carrying a knife like this? Auntie. What do you hide? Elephant? Just see if you can clean him up a little bit. All right. Oh, Harry, here's a soldier. Rambo. John Jay? All right, don't shoot. All right, God damn it. There's people down there. You're finished! Personal Medal of Honor. Guy's a war hero. I knew there was something about that guy. Et donc là, vous avez un peu une sorte de mini best-of des scènes du film, mais c'est captivant parce que je trouve que donc Bird annonce pour la ressortie du film en 2019 et 40 ans après, il n'y arrive toujours absolument pas. Et cette bande-annonce de 2019 passe complètement, je pense, à côté du film, dont j'avais donc vraiment très envie de parler parce que je dis régulièrement que c'est un des 5 plus grands films de guerre du XXe siècle et tout le monde pense que je déconne en permanence. Alors que... On a demandé à James Cameron d'écrire Rambo 2. À l'époque, il n'est pas encore le réalisateur tout puissant qu'il est aujourd'hui, donc il s'exécute parce que ça met un petit peu de dollars dans les épinards et puis que on va dire l'exercice l'intéresse. Et lui, il va prendre effectivement ce que tu viens de dire, cette logique-là, mais il le fait en conservant la donnée névrotique. C'est-à-dire que donc l'intrigue de Rambo 2, c'est on envoie Rambo au Vietnam pour prendre des photos, vérifier s'il y a encore des prisonniers de guerre. Et l'idée, c'est que lui, il se dit qu'il va gagner la guerre, pas les gens autour de lui. Bon, le studio reçoit le scénario, ils font on va retoucher un petit peu pour équilibrer, machin. Ce qui va terriblement frustrer Cameron, qui lui le voyait comme une continuation des névroses du premier personnage et une continuation qui était là pour tordre le bras à l'esthétique réganienne, donc pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, James Cameron se dira écoutez, vous êtes tous des nazes, je vais faire ça avec des aliens, et ça donne Alien 2. Si vous voulez savoir ce que non mais c'est très, il le dit et l'assume lui-même. Si vous voulez savoir à quoi aurait dû ressembler en termes d'état d'esprit, de tension, de paranoïa et de mentalité assiégée, il faut regarder Alien 2. Jean ? En vrai, cette histoire de on a gagné la guerre, on nous a pas laissé gagner la guerre, c'est une tension qui existe aussi dans la société française avec l'Algérie et au sein de l'armée française après l'Algérie. La différence qu'il y a dans notre rapport avec l'Algérie et le rapport des Américains avec le Vietnam aujourd'hui, c'est que nous, on a mis ça sous une chape de plomb. Ça aurait été très intéressant de voir comment est-ce que le cinéma français aurait pu s'emparer de la guerre d'Algérie s'il n'avait pas commencé à le faire 50 ans après. Moi, je suis de la conviction que les films de guerre sont avant tout des films sociaux et même des films sociétaux. C'est un moyen qu'utilise une société pour procéder à un traumatisme. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loès. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série de podcasts sur les conflits oubliés ou méconnus du grand public français. Et aujourd'hui, on part pour la Suisse, en compagnie de Quentin Censier. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors les auditeurs vous connaissent, vous êtes déjà passé dans le podcast, vous animez la chaîne d'histoire militaire sur le champ. Ils savent peut-être moins que vous avez un passé suisse, qu'on évoquera peut-être, un lourd passé suisse. Obscur, tragique. Et en parlant de la Suisse, on va rappeler une réalité, c'est que évidemment, avant d'être identifié aujourd'hui aux banques et au chocolat, la Suisse a été un pays très fortement lié aux guerres, puisqu'elle a fourni des centaines de milliers d'hommes aux combattants européens depuis le Moyen-Âge. Les gardes suisses du pape, ça n'est pas que du folklore, c'est fondamentalement le fait que le pape
embaucher des mercenaires suisses comme du reste de tout le monde. C'était rude et âpre au mal. Là, c'est un peu différent, ceci dit. Il s'agit d'un affrontement intra-suisse, d'une guerre civile presque inconnue, quasi contemporaine de l'énorme explosion révolutionnaire de 1848 dans presque toute l'Europe, la guerre du Sonderbund. Et cette guerre civile, ça ressemble à une répétition générale, où ça ressemble par certains côtés, avec juste 10 000 fois moins de morts, à la guerre civile des États-Unis, c'est-à-dire une sorte de sécession qui finit pas bien pour ceux qui ont fait sécession. Voilà, vous allez peut-être nous l'expliquer pas à pas. Parlons-en de ce porte-avions de nouvelle génération et de ce qu'il va représenter. Bonjour, je suis Gaëlle, donc je suis chef de projet sur la partie études et fabrication des 2 réacteurs nucléaires du futur porte-avions. Donc c'est vous qui supervisez comment on va produire, comment on va construire ces 2 réacteurs, c'est ça ? Exactement. Et alors là, on voit la bête, c'est ça ? C'est ça. Donc là, on se trouve devant la maquette et le design du porte-avions qui a été dévoilé avec nos partenaires Chantier de l'Atlantique et Technic Atome lors du salon Euronaval 2022. Et alors, vous, votre case, c'est donc les réacteurs ? Donc notre cas, c'est tout le système qu'on appelle le système énergie-propulsion. Il y a plusieurs choses. Il y a permettre déjà de propulser le navire. Puis sur ce porte-avions-là, permettre aussi le catapultage des avions, puisque la catapulte est électromagnétique. Donc ça va être la grande nouveauté. Pour l'instant, sur le Charles de Gaulle, c'est une catapulte à vapeur. Oui. Ce qui est un système vieux qui marche, mais on est content d'en changer quand même. Et donc là, ça va être une catapulte qui va fonctionner à l'électricité. Exactement. Alors on va faire un truc qui est pas très radiophonique, mais est-ce que vous pouvez me montrer par rapport à la taille générale ? Les Vénézuéliens ont des chars, en ont beaucoup, ils ont des T-72, ils ont aussi des avions, enfin tout ça n'a pas décollé. S'il s'agit d'arriver et de gérer les 125 000 militaires, dont 60 000 de l'armée de terre, plus 300 000 de la garde bolivarienne, qui sont quelque part au Venezuela, ça va être plus long et plus douloureux, et ça va être beaucoup plus Irak-Afghanistan que Panama 90 comme opération. Oui, et donc je crois qu'il y a un danger. Donc Franz dit qu'il y a un danger que justement les US, l'administration, les gens vont croire que justement on est all powerful, on peut tout faire militairement, bien que c'est quand même une capacité très précise, encore une fois, impressionnante, mais ça ne veut pas forcément dire que, ou ça ne veut pas dire non du tout, que qu'on soit qu'on aura autant de succès dans une autre type de guerre. Et donc, je crois que c'est assez important de se rappeler de ça, parce que là, on a vraiment créé cette idée que voilà, les US, ils peuvent tout faire, et ce n'est pas forcément vrai non plus. Il reste que donc c'est cette position dont on débat aujourd'hui, donc position manifestement d'autorité, d'intimidation très forte américaine, et la question c'est celle des conséquences à court et long terme de tout ça, parce que donc là évidemment ils sont un peu sur un pic de glucose en ce moment, toute la sphère MAGA, disons ça, qui ont par ailleurs pour l'instant réussi à oublier effectivement leur non-interventionnisme de manière assez virtueuse, mais ce qui me donne tout lieu à toutes sortes donc de prolongations et de spéculations sur ce qui pourrait suivre. Par exemple, via un tweet de la femme de Stephen Miller, le si influent directeur de cabinet adjoint racialiste de Donald Trump. Qu'on vient de citer, c'est lui qui vient de citer. Le nasillon à crâne rasé qu'on voit de temps en temps. Sa femme, qui a fait plein de choses, par ailleurs, in and out du gouvernement, mais qui est désormais une podcasteuse de très peu de talent et de beaucoup d'audience. Faut vraiment avoir soit pas 2 oreilles, soit rien entre les deux. Mais non, mais ça, faut vraiment toute la passion de la sphère MAGA pour les podcasts pour qu'elle ait de l'audience, parce que c'est vraiment faut écouter, quoi. Et bref, elle a tweeté juste après une photo du Groenland avec un drapeau américain dessus. Donc, ça n'est pas n'importe qui. En disant soon. Bientôt, ce sera le nôtre. Et c'est redoublé de déclarations en tous sens de Trump et de son entourage. Et donc, évidemment, maintenant, quand il raconte ce qui paraît être une connerie, sur un truc qui paraît être hyper choquant, depuis Caracas, on écoute un peu plus, et ça renvoie, et c'est ça le cœur de la discussion, à des questions plus fondamentales dont on débat souvent ici, mais donc on est dans le bon dispositif pour ça, sur à la fois l'état de l'Alliance et surtout les perspectives pour les Européens de résister à ça. Ce qui nous a donc amené à choisir un article, puisqu'on débat toujours autour d'un article, qui date un peu, mais dont l'actualité... Contrôler le Groenland, est-ce que c'est indispensable pour les futures routes maritimes de l'Arctique ? Là, je l'ai entendu en long, en large, en travers, dans je ne sais combien de médias. Ici, en 2 mots, la réponse est non.
Elle est non pour une raison assez simple, c'est que les enjeux de navigabilité autour du Groenland ne font pas du Groenland un territoire qui a vocation à devenir un hub stratégique majeur de transbordement maritime ou que sais-je de ce genre-là. On l'a dit, militariser le Groenland, est-ce que c'est indispensable pour sécuriser le Guyuk ? Alors, pourquoi pas, si effectivement on met des bases sur la côte est du Groenland, et notamment la côte sud-est. Depuis Pituffik, de fait, donc c'est-à-dire exactement à l'endroit diamétralement opposé du Groenland, l'intérêt est beaucoup plus faible, et de fait, c'est plutôt l'Islande, les îles Féroé, la base de Bodø en Norvège, ou l'Écosse, qui ont évidemment ici plus d'intérêt que le Groenland lui-même pour la sécurisation du Guyuk. Donc ce passage par où les sous-marins russes sont obligés de passer. Yes. Le Dôme d'Or, bon ça on l'a évoqué, je pense que c'est bon, l'HBTSS c'est bon, tout le monde l'a eu. Donc l'idée que le Groenland n'a aucun intérêt particulier pour le Dôme d'Or. Voire pire, va perdre en intérêt stratégique à mesure que le Dôme d'Or effectivement est bâti. Ensuite, les États-Unis peuvent déjà faire tout ce qu'ils veulent au Groenland par le pacte de 51. C'est vrai. Beaucoup répété. C'est beaucoup répété, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que, de fait, dans le cadre de ce pacte de défense, renouvelé, on l'a dit plusieurs fois, et notamment donc depuis 2004, les accords d'Igaliku, il faut qu'il y ait, je cite, une information et une consultation du gouvernement danois et du gouvernement groenlandais. Donc, consultation, ça donne pas un droit de veto. Hello, c'est le show du montage. Pour une fois, j'interviens dans la version augmentée de la reco, car je voulais ajouter un élément que j'avais compris après coup. Une autre raison qui me fait aimer le collimateur, c'est qu'il est apaisant. Dans un monde où de plus en plus de conflits se préparent, où l'ombre de la guerre semble s'approcher de nous, écouter un programme sur le thème de la défense, c'est aussi savoir que des gens se préoccupent de ce domaine. Et donc savoir que des gens se préparent à un possible avenir délétère. C'est con, mais même pour une personne comme moi, qui n'aime pas spécialement les conflits, c'est assez rassurant. Je vous laisse finir l'épisode par l'un des concepts de ce flux que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, au micro, Alexandre Jublin pour Le Collimateur, Antoine Bourguillot, historien, traducteur, wargamer, Quentin Sancier pour la chaîne YouTube Sur le Champ, et André Loez pour Parole d'Histoire, qui, après s'être cogné les Romains en première semaine, maintenant vous revenez avec... J'ai une cible beaucoup plus petite. Et ça concerne la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, mon opinion impopulaire, c'est que la France libérée aurait dû annexer Monaco en 1944. Pourquoi ? Parce que, militairement, on pouvait les prendre. Je crois que ça me suffit. Hein. Et deux, politiquement, on devait les prendre. Alors, je vous explique un petit peu. Bon, là, je dis tout de suite que j'ai absolument rien contre les monégasques. Un de mes meilleurs amis est monégasque. Antoine, si tu nous écoutes. Par ailleurs, je garde un souvenir, je garde un souvenir très ému du parcours de Monaco en Ligue des Champions 2004, défaite 3-0 contre Porto, le Porto José Mourinho en finale. Donc ça n'a rien vraiment de spécifique contre Monaco comme entité, mais bon, il faut bien dire d'abord que c'est atrocement laid. C'est une barre de béton sur la Méditerranée vraiment qui défigure cette région. Et puis ensuite, oui, c'est vraiment la seule barre de béton de la région. Sans ça, l'architecture est très harmonieuse. C'est vraiment une des pires. C'est vraiment une des pires. Et par ailleurs, c'est une des pires. Pourquoi ? Parce que c'est un paradis fiscal et comme tous ces endroits, voilà, absolument toxiques en hébergeant des biens mal acquis de dictateurs et oligarques divers et variés. Et on aurait pu en finir en 1944. Pourquoi ? Alors, parce que Monaco a une sortie de Deuxième Guerre mondiale assez intéressante. Donc, comme vous savez, c'est une très vieille principauté, les Grimaldi qui sont là sur leur rocher depuis très longtemps, liés à la France par un accord militaire de 1918 qui garantit la neutralité monégasque. Une neutralité pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se confirme avec la défaite de la France, mais en fait une défaite de la France qui va quand même orienter Monaco du côté vichiste, avec un prince Louis qui lui-même est le fils d'une princesse allemande, qui a des sympathies avec l'univers mental de Vichy. Le statut des Juifs français est transposé dans la législation monégasque en 1942. Il y a des rafles à Monaco. Il y a 90 Juifs monégasques qui ont été déportés. 9 sont revenus. Voilà, ça c'est l'aspect sympathique de l'antisémitisme d'État. Et puis, par ailleurs, Monaco, qui est aussi occupé, comme tout le sud de la France au moment de l'invasion de l'Afrique
l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains, donc occupation italienne, occupation allemande. Et à cette occasion, Monaco, on va dire, garde son rôle de plaque tournante financière et le Reich en profite notamment pour faire un certain nombre d'achats de matériel qu'il ne peut pas faire sur le marché, on va dire, international parce que, voilà, mais on fait quand même des affaires et on lessive de l'argent monégasque. Alors, collaboration économique, antisémitisme, voilà, il y avait quand même pas mal de raisons de mettre fin à cette exception monégasque et encore une fois, militairement, c'était possible. Et on avait un petit créneau en septembre 1944, pourquoi ? Parce qu'en septembre 1944, il y a eu le débarquement le 15 août en Provence. Donc il y a des forces américaines et des FFI qui convergent sur le Rocher. Monaco est libéré, occupé le 3 septembre 1944 par des troupes américaines et des FFI, dont des résistants communistes, pour qui ça devait être un peu dépaysant cette arrivée sur place après quelques mini-escarmouches. Et celui qui commande les autorités françaises dans la région, le commissaire de la République, parce que c'est toute la période où on n'a pas encore des préfets, parce que voilà, on est en train de virer les préfets vichistes et de mettre en place le gouvernement provisoire. Donc c'est Raymond Aubrac. Raymond Aubrac, le grand résistant, nommé par De Gaulle pour diriger le sud-est de la France. Et là, Aubrac est très tenté, finalement, de confirmer en fait la possession, parce que les troupes françaises sont sur place, la possession du Rocher, mais il fait une grosse erreur. Il demande à De Gaulle. Est-ce qu'on peut prendre Monaco ? Et De Gaulle lui répond la chose suivante. Oui, s'il te plaît. Si vous aviez annexé Monaco, je vous aurais officiellement et publiquement blâmé et personnellement approuvé. Seulement, vous me demandez la permission et je ne peux pas vous la donner. Donc voilà, le fait accompli aurait fonctionné et dans on va dire la frénésie un peu de la libération se serait passé. Ça n'est pas passé. Du coup, ça a donné juste le temps qu'il fallait aux autorités monégasques pour se blanchir, ce qui est à peu près ce qu'ils savent faire le mieux. C'est vraiment la pratique la plus habituelle. Savoir faire en cette phrase. Et du coup, se blanchir, c'est quoi ? C'est l'abdication du vieux prince compromis pour un jeune homme. Plutôt développer le pilier, justement, de coalition de volontaires qui voudraient faire les choses autrement entre eux et sans être dépendants des États-Unis. Donc, il faut pas attiser ou miner soi-même la relation si elle peut être préservée dans certains éléments, mais développer une capacité d'action alternative. Merci beaucoup à tous les deux, Jonathan Paquin, Justin Massier. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Je rappelle donc les références de ce livre America's Allies and the Decline of US Hegemony, dont vous m'avez dit que vous alliez préparer une nouvelle édition qui sera, je pense, très largement augmentée puisqu'il y a à dire, quoi. C'est notre souhait, c'est notre volonté. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notre appréciation, etc. sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois. Galaxy Pop.